Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Motors Inside. Nous sommes ensemble pour débriefer la 5e manche de la saison, le Grand Prix de Miami, qui était le premier de l'histoire, remporté par le champion du monde sortant Max Verstappen, qui a été, dans ce cas-là, supérieur à Charles Leclerc, même s'il y a eu quelques incertitudes, des rebondissements. Il y aura des choses desquelles parler. Et pour l'heure ce soir, on retrouve une nouvelle fois nos débatteurs, en l'occurrence deux personnes qui récemment sont passées par ici, Cyprien et Romain Bossier. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut à tous. Et Romain Maton, un violon de Motors Inside. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Alors messieurs, pour commencer ce débrief, on va parler de quelque chose qui a fait parler justement, c'était le circuit de Miami, qui a été construit sur un parking à côté de l'Arena de Miami. Alors, quels sont vos avis sur ce circuit? Parce que c'est quand même mitigé. Il y a des portions très intéressantes, d'autres qui plaisent moins, un asphalte qui n'a pas donné satisfaction. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce circuit et le verdict qu'il a rendu? Par rapport au tracé, moi, j'avais pas forcément d'attente particulière. J'attendais de voir les voitures en piste pour avoir un avis là-dessus. Après, je pense qu'au niveau du pilotage, c'est assez intéressant. Après, le gros point noir, ça reste quand même l'asphalte, comme tu disais, qui s'arrachait tour après tour. Et après, par contre, en termes de course, c'était pas non plus une course vraiment sensationnelle. Je pense que c'est plutôt un circuit de qualification qu'un circuit de course. Comme beaucoup, ouais. Moi, j'ai bien aimé la différence entre les secteurs, où on avait le premier secteur avec des virages rapides, on a aussi des lignes droites, et puis du coup, il y a quand même la chicane qui était un virage assez lent. Et du coup, je trouve qu'il était finalement représentatif des différents virages qu'on peut trouver sur les autres circuits. Donc, c'était intéressant de voir tout ça rassemblé, quoi. Ouais, moi, Donc, c'est pour ça aussi qu'on savait pas trop comment Red Bull ni Ferrari allaient s'en sortir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je l'ai trouvé que c'était un circuit qui était assez intéressant. Je l'ai trouvé un peu sous-coté parce que beaucoup de monde l'a décrié. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. C'était pas la course de l'année non plus, mais le circuit en soi était intéressant. Il y a eu pas mal d'erreurs des pilotes. On voyait que c'était un circuit qui était assez difficile. Puis ouais, je trouvais aussi qu'il était assez. Mais assez... ça vient de l'asphalte aussi, je pense, non? Ouais, je pense. Puis bon, après, c'est un circuit qu'ils avaient conduit qu'en simulateur. Il y avait peut-être ça qui jouait, les conditions, puis ces nouvelles voitures auxquelles ils sont peut-être pas encore totalement habitués pour certains. C'est vrai Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, ça a été un défi physique aussi pour les pilotes. Quand on les a vus sortir à la fin du Grand Prix, ils étaient tous rincés. Et j'aurais pas pensé sur un tracé comme celui-là qu'ils sortent autant crevés, quoi, les mecs. Alors après, il y a un truc que je trouvais sur ce circuit. Alors, le dernier secteur avec grande ligne droite et puis cet enchaînement gauche-droite en courbe pour rejoindre l'arrivée, ça c'est une portion intéressante. Mais je sais pas ce que vous en dites, mais cette dernière chicane, cette chicane très très lente qui passe sur l'autoroute, je pense qu'elle casse le rythme en fait, qu'elle casse le rythme et qu'elle réduit peut-être des opportunités de dépassement, parce que forcément il faut prendre plus de précautions, même si les voitures se suivent mieux, mais il faut prendre plus de précautions quand on est derrière une autre voiture. Cette chicane-là, peut-être qu'elle fait dépendre de pas mal de choses dans la course. Ben, ça me fait penser un peu cette chicane à ce qu'ils avaient fait sur Singapour quand c'est arrivé. Il y avait une chicane qu'ils avaient refait quelques années après. Donc là, je pense que c'était la première année. Ils sont partis sur cette chicane-là pour casser un peu la vitesse et avoir un virage lent dans le circuit. Après, peut-être que dans les années à venir, c'est un virage qui sera amené, je pense, à évoluer pour justement, comme tu disais, moins casser la vitesse et après pouvoir doubler un peu plus loin. Abu Dhabi aussi. Abu Dhabi aussi, oui, exactement. Débarrasser de sa chicane dans le premier secteur. Tout à fait. Mais justement, je trouve aussi qu'il faut être assez indulgent avec Miami parce qu'on sait que c'était la première année. On voit qu'il y a beaucoup de circuits, comme vous l'avez dit, qui changent leur configuration au fil des années. Donc, que ce soit au niveau de l'asphalte ou au niveau du tracé en lui-même, je pense qu'il faut pas être trop sévère. Hein. C'était une première année, tout était pas parfait. Dans l'ensemble, moi, je l'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Ouais, après, je suis pas d'accord avec toi parce que on est quand même en Formule 1, quoi. C'est pas non plus du F3, du F4. Un circuit, ça s'improvise quand pas. tu fais un circuit, même provisoire, que ce soit un nouveau ou pas, t'es pas censé arriver avec un asphalte qui se dégrade, quoi. Non, au minimum, tu le testes, tu vois. Je sais pas. Au niveau de la seule, je suis d'accord. Après, au niveau des virages, si le circuit avait été vraiment catastrophique, là, je pense qu'on aurait pu. Ah non, ouais, non, le design d'un circuit, ça, sur le nombre de virages ou les typologies de virages, finalement, ça, c'est pas vraiment ça qui va changer le spectacle en soi, quoi. Non, mais alors. Je veux dire, les murs, ça peut jouer. Des virages plus ou moins rapides ou plus ou moins lents, ça va privilégier telle ou telle voiture. Des fois, on va avoir des zones de dépassement améliorées et des trucs quand il y a 2 DRS, par exemple. Déjà, des zones de dépassement, il y en avait. Donc après,
Ouais. avoir Et ce qui effectivement. était intéressant, par exemple, c'est les pilotes qui se sont fait avoir sur les zones de dépassement où derrière, il y a le mur qui se rapprochait de point de corde. Et du coup, tu étais obligé, en fait, tu pouvais pas dépasser hors trajectoire, quoi. Tu étais obligé d'arrêter ton dépassement. Ça, c'était cool, je trouvais, parce que du coup, les pilotes, ils n'avaient pas le choix, quoi. Ça oblige à une certaine mesure de la part des pilotes, donc ça représentait un défi. Et pour en venir au spectacle lui-même qui a été proposé avant de passer bien sûr aux performances et aux déceptions, ce Grand Prix de Miami, il a connu une promotion absolument énorme, mais vraiment une promotion fantastique. Alors ce qui fait que le spectacle était très présent. Oh bah si, quand même, t'avais des affiches dans tous les sens. Tu faut voir aussi le nombre de personnalités qui sont venues pour un premier Grand Prix. Il y a une grande promotion sur ce Grand Prix. Est-ce qu'après, aux yeux de certains fans, il n'a Mais pas tu veux dire contribué... par rapport à Austin, par exemple, aux États-Unis? Non, pas forcément par rapport à Austin, hein, tout court en fait, la promotion tout court de ce Grand Prix, sans Ouais, penser... mais c'est le Grand Prix aux États-Unis. Les stars dont tu parles, elles sont américaines. Donc, Oui, non, mais logiquement, d'accord. elles viennent à leur Grand Prix, quoi. Oui, Ouais, mais même au niveau des pilotes, par exemple, la plupart des pilotes, ils avaient un casque Voilà. spécial. Mercedes, ils ont changé leur livret. Il y a eu beaucoup de communication sur les réseaux sociaux des équipes. Ils ont quand même vraiment. Oui, ça, je suis d'accord. Il y a eu des livrets spéciales aussi. C'est là où je voulais en venir en fait. Il y avait, on faisait, alors forcément c'était un événement très spécial, mais est-ce que c'était trop ou est-ce que c'était à juste mesure? Est-ce que c'était bien de faire tout ça? Ben en fait, tout simplement, ça a été de la communication, comme on le disait en off, à l'américaine, quoi. Faut que ce soit grandiose, faut que ce soit dans l'idée mieux que les autres. Tout est gigantesque. Et puis, que ce soit la communication des écuries, tout, ils sont allés vraiment dans cette idée de vendre ce Grand Prix parce que comme ils savaient pas peut-être forcément à quoi s'attendre sur ce Grand Prix, ils voulaient vraiment faire une grosse pub pour qu'il y ait du monde. Oui, c'était qui tout double. Si jamais ça avait été un Grand Prix de folie, Voilà. bah alors là, on n'imagine même pas, le truc. Ouais, c'est sûr. Après, moi, j'ai pas trouvé ça forcément choquant. Je trouve que bon, c'était beaucoup plus que d'autres le font, mais ouais, comme on l'a dit, c'était vraiment un show à l'américaine. Ça ressemble quand même un peu à ce qu'ils font sur différentes choses. Je pense qu'on aura la même chose, voire même peut-être encore plus impressionnant à Las Vegas l'an Ah prochain. bah Las Vegas, je pense que ça va être quelque chose, ouais. Ça m'a pas spécialement choqué. Ça met un peu Ouais, dans le moi, je blanc. rejoins Cyprien. Je suis pas choqué. Et puis, c'est les États-Unis, mais si on regarde les autres pays, finalement, les derniers Grands Prix qui ont été créés, c'est quoi? C'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, je pense que c'est pas la même manière de communiquer. Et eux, ils ont quand même pas mal communiqué aussi. Par exemple, dans l'aéroport, il y avait une Formule 1 en Arabie Saoudite, à Jeddah. Ils ont fait des événements avec des Legos, je crois. Et il y a plein de choses aussi qui sont peut-être passées un peu moins bling-bling, si j'ose dire, parce que c'est pas les États-Unis, en fait. Tu ferais la même chose. Tu prends l'Arabie Saoudite, tu la transposes avec le type de Mm. population et la manière de fonctionner qu'ils ont, bah, ça donne Miami, quoi. Mais en termes d'effort, je pense que c'est la même chose qui a été faite d'un côté ou de l'autre. Sauf qu'il y en a un qui est très bling-bling dans le match vu et l'autre qui va être un peu différemment, quoi. Mais c'est vrai que Miami, c'est un peu un nouveau Grand Prix, c'est un nouvel événement, il n'y a jamais eu, c'est un nouveau circuit. Oui, c'est sûr qu'il faut pas. C'est au soleil. C'est sûr, il faut bien le faire démarrer, ça c'est Puis après, évident. pour les États-Unis et pour la ville de Miami, ils ont voulu que cet événement soit au niveau du Super Bowl, des finales NBA ou même des 500 miles d'Indianapolis. Ça va dans ce contexte-là. Il faut que ce soit du même niveau. Voilà. Puis au-delà même du fait que ce soit juste les États-Unis, il faut pas oublier que c'est Miami aussi, hein. La différence avec Austin, c'est quoi là, Miami, c'est aussi une ville qui est comme Las Vegas, c'est assez bling-bling. C'est la luxure, oui. Voilà, c'est la luxure, alors que le Texas, c'est beaucoup plus l'Amérique profonde, entre guillemets, en tout cas plus traditionnelle. Donc, je trouve ça assez logique qu'on ait ça à Miami et qu'on n'ait pas forcément eu ça à Austin, au Texas, quoi. Eh bien, Ouais, écoutez. je suis d'accord. Et bien, juste pour revenir sur la marina, parce que si on ne parle pas de la marina, je pense qu'on ne peut pas vraiment débriefer. Vite fait, hein, vite fait, parce qu'il faut passer au. Je pense que le fait d'avoir mis de la fosse eau, bah, finalement, on ne peut pas leur reprocher, quoi. Parce que s'ils avaient mis de la vraie et qu'ils avaient fait venir des milliers et des milliers d'hectolitres d'eau, même de mer, quoi, pour porter les bateaux, bah, en fait, on se serait indigné, c'est affreux, réchauffement climatique, tout ça, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, il n'y aurait pas eu de bonne ou mauvaise solution, quoi. En fait, c'était juste comme ça, et puis voilà. Puis ça a permis de faire la promotion aussi du nouveau sponsor de la Formule 1, en l'occurrence MSC Croisière, puisque dans ce secteur-là, il y avait plein de panneaux MSC. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais. Oui, exact. Et quand tu as parlé
du Grand Prix de Miami, on en est venu à l'extérieur. Mais maintenant, venons-en au Grand Prix en lui-même. On rappelle donc qu'il y a eu un Les gars, ils 5e. commencent à faire des transitions, Bastien. Pou. Oui. Pas qu'à faire. Il a tout cassé. Max Verstappen, Charles Leclerc, acte 5. Acte 5, alors qu'il n'a pas duré aussi longtemps que certains Grands Prix, mais ce coup-ci, avantage Verstappen, 3 victoires à 5. Et là, c'est peut-être plein d'enseignements, cette confrontation qui a été facilement, entre guillemets, remportée par Verstappen. Leclerc n'a rien pu faire. Peut-on dire que véritablement Verstappen a lancé sa saison et que la fiabilité est enfin retrouvée? Ou est-ce qu'il ne faut pas oublier le lion qui dort, Ferrari? Alors moi, par rapport à la fiabilité, je vais mettre un bémol, parce que Sergio Pérez a encore eu des problèmes avec le moteur Honda. Donc la fiabilité, c'est encore perfectible du côté de Red Bull. Après, Verstappen, il a fait une course magistrale. Il a attendu son moment. Et quand il a pu porter l'estocade, il est passé devant. Et puis après, on l'a... J'ai même été étonné que Leclerc n'ait pas plus défendu, mais c'était bien tenté. En fait, il s'est dit, je vais pas tenter le diable ici parce qu'il va me reprendre après. Leclerc a intelligemment ouvert la porte en se disant, il va passer là, c'est sûr, pour essayer de le reprendre après. Bon, je pense qu'il était mal barré dans certains cas, mais les autres, je sais pas ce que vous en pensez. Là, Verstappen, il avait des cartouches supplémentaires ce coup-ci. Pour revenir sur ce que tu disais, à Bahreïn, Leclerc, il avait fait un peu pareil au premier Grand Prix de la saison. Il avait joué avec les zones DRS en se laissant passer par Verstappen pour le repasser juste derrière. Là, je pense qu'il a essayé de faire un peu pareil. Je pense pas qu'il faille enterrer Ferrari, loin de là. Ça m'a un peu rappelé Jeddah. Les caractéristiques du circuit avec ces longues lignes droites où on voyait que même avec le DRS, la Ferrari, elle pouvait pas vraiment revenir sur la Red Bull. Enfin, revenir en tout cas, oui, mais pas l'attaquer. Je crois qu'il y avait 10 km/h de différence entre la Red Bull sans DRS et la Ferrari avec DRS, ce qui est pas énorme. Du coup, je pense qu'il faut prendre ça en compte aussi, c'est que Red Bull est très très forte dans les lignes droites. Ils ont été servis à Miami comme ils l'avaient été à Jeddah. Donc, je pense qu'il faut attendre voir maintenant sur les prochains Grands Prix, sur différents tracés, ce que ça donnera, surtout à Monaco avec ces nouvelles F1 qui vont être plus larges. On verra bien ce que ça donnera. Qui sont plus courtes aussi. Ouais. C'est aussi un facteur à prendre en compte. Moi, je suis aussi de l'avis du fait qu'il ne faille pas enterrer Ferrari. Mais Verstappen, je le trouve quand même à chaque fois au-dessus des autres. Ça fait 5 courses où s'il n'avait pas eu ces soucis de fiabilité, il aurait peut-être aussi à chaque fois terminé soit premier, soit deuxième. Et finalement, je pense qu'il mérite son titre déjà 2021. Et là, il prouve que même si Pérez, lui, est 3e ou 4e, et ben Verstappen, lui, il joue à chaque fois la victoire, quoi. Et ça vient pas que de la voiture, quoi. Ça vient aussi du pilote, parce qu'avec la même voiture, les Ferrari seraient devant Pérez. Et moi, je trouve qu'il a gagné en maturité dans son pilotage. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, enfin, l'année dernière, il était très fort. Il avait une pointe de vitesse qui était indéniable. Mais bon, de temps en temps, il avait un peu des ratés, tout ça. Là, cette année, je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent dans ses courses, dans ses attaques. Et il surprend à chaque fois, comme tu dis, les attaques. On s'attend jamais finalement à que ce soit à ce tour-ci, quoi. On se dit là il s'est approché et puis ça va être le tour d'après. Et en fait non, bam. C'est justement le poids du titre de champion du monde qui est parti de ses épaules et qui semble l'avoir libéré. Comme il dit, moi je pense que c'est ça. Cyprien, peut-être, je sais pas ce que tu en dis. Moi je suis assez d'accord. Juste pour revenir sur un truc, quand Romain tu dis qu'il est devenu plus mature dans son pilotage, je suis assez d'accord, mais il faut se méfier d'une chose à mon avis, c'est le jour où il y en aura sûrement un, le jour où il y aura un accrochage avec Leclerc. J'ai peur qu'après ils redeviennent plus agressifs. Si je sais pas, par exemple Leclerc est fautif, j'ai peur qu'on voit un Verstappen derrière qui n'ait pas forcément envie de lui rendre la monnaie de sa pièce, mais qui en tout cas se gêne un peu moins. Pour le moment, on n'a pas eu on n'a eu aucun contact, même je crois entre les deux, rien même de minime, mais à mon avis, il faut se méfier de ça. Et puis, pour le moment, on n'a pas eu trop de courses où ça a été vraiment... C'est ce qu'on avait vu en Autriche. C'est ce qu'on avait vu en Autriche, parce que, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que Verstappen avait attaqué et Leclerc qui avait musclé son jeu par la suite. Donc, en cas d'accrochage, de toute façon, sur 23 Grands Prix, si ça continue comme ça, c'est obligatoire que ça arrive. C'est pas possible autrement. Tu parles de l'Autriche 2019, non ? 2019, absolument. Mais l'an dernier, du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que les attaques de Verstappen, à chaque fois, on dirait qu'elles sont imparables.
Il arrive à faire en sorte que derrière, personne ne peut rien faire, quoi. Mais parce que, Parce que même Hamilton, il est impuissant, quoi. mais parce que les Formule 1 2022 permettent une chose, c'est que maintenant, on peut plus longtemps étudier son adversaire et ses trajectoires. On n'a plus besoin de se laisser un espace. Aujourd'hui, je pense que Verstappen, il étudie Charles Leclerc. Il sait très bien que Leclerc, dès qu'il aura la performance, il lui fera aucun cadeau. Aucun. Ce qui fait que Verstappen, à mon avis, il a appris à étudier ses adversaires plutôt que de les attaquer à tout prix. Et il a vu un point faible de Leclerc à un moment donné. Et il faut dire aussi que si jamais il n'avait pas réussi à passer Sainz, les choses auraient été complètement différentes. Oui, Il y a après, c'est peut-être un son truc départ qui aussi, déclenche une course, la course comme ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Parce que ça Ouais, s'est joué à pas grand-chose qui s'accroche avec Sainz aussi au départ. Hein. C'était pas. C'est pas passé. Ouais, d'ailleurs, loin. Sainz, il a été trop facile. Il voulait pas s'accrocher, Sainz, parce qu'il a eu son historique des dernières courses. Mais c'est pas possible de se laisser passer comme ça, alors qu'ils sont à la même hauteur et que Sainz, il est à l'intérieur. C'est une Mais excellente justement- transition, Romain, parce que je voulais en venir justement à Sainz et Perez avant de passer aux autres pilotes. Sainz et Perez, les seconds couteaux, et puis on voit alors un Perez qui a été handicapé par une voiture un peu récalcitrante, mais un Sainz qui se dit, qui pense peut-être qu'il reste des maigres chances de ne pas tomber dans le rôle du numéro 2. Mais là, c'est un peu tendre tout ça, on dirait. Ben là, comme disait Romain tout à l'heure, Sainz, il a fait 2 courses où il n'a même pas fait un tour. Donc là, il a préféré assurer pour finir la course. Bon, après, on voit qu'il y a quand même un écart de niveau entre Sainz et Leclerc à voiture équivalente. Après, en début de saison, même moi, je suis pas Sainz... tellement d'accord là-dessus, par contre. Hein. Ouais. Moi, je trouve que les deux, finalement, ils sont pas assez. Je sais pas, ils c'est sont distant en bisounours un performance. peu, tu vois. Ouais. Les deux, tu parles de Perez ou... Non, Leclerc, les deux pilotes Ferrari. C'est-à-dire que Sainz, il est peut-être un peu moins performant en vitesse pure, c'est-à-dire qu'il fait un moins bon temps, globalement. Mais en termes de facilité à se faire dépasser, les deux, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est vrai que je pense qu'ils sont dans une phase où ils savent que Ferrari, là, il faut pas se rater cette année. C'est aussi ça. Il y a des points capitalisés. Alors, c'est quelque part intelligent, mais d'autre part, c'est aussi que je pense que tu as raison. C'est aussi la garantie de perdre des points qui vont. Là, j'ai calculé, si tu restes comme ça d'ici 3 courses, c'est Red Bull. Red Bull, ça serait dès la prochaine course. Pardon. Mais Leclerc, il passe derrière Verstappen dans 3 courses, ça. Donc, 3 courses, il en reste 15 après, quoi. Après, Mais pour Après, revenir sur ce que le tu problème disais pour moi, sur, ça reste que Ferrari, ils ont une base de voiture qui est très forte, mais au niveau des évolutions, ils amènent 0 évolution ou très peu, quoi. Donc, c'est là où ça pêche un peu. Tandis que Red Bull, on sent qu'il y a plus de développement derrière. Alors après, je suis tombé sur un article tout à l'heure qui expliquait que Red Bull aurait, alors c'était une rumeur, donc à prendre avec des pincettes, mais que Red Bull aurait déjà dépensé les 3/4 de son budget alloué au développement, aux améliorations. Mais ça, c'est le cas pour la plupart des équipes, je pense. Parce que regarde, Non, Mercedes, pas Ferrari. par exemple, là, ils sont en train de décider. Ouais, je ne connais pas pour Ferrari. C'est Mais pour ça. Mercedes, ils sont en train de voir si Barcelone, la voiture marche pas mieux. Ils se focus sur 2023, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais après, les équipes comme Mercedes ou McLaren, c'est des équipes qui ont besoin d'investir beaucoup tout de suite si elles veulent remonter. Ferrari et Red Bull, ils peuvent se permettre, entre guillemets, de laisser un peu plus couler. C'est ce que fait Ferrari d'ailleurs. Parce que même en améliorant peut-être un peu moins, ils sont toujours au top. Ou en tout cas, ils sont deuxièmes et ils limitent la casse. Donc, il faut aussi, je pense, attendre un peu. On sait que ça va être hyper important de toute façon le développement cette année. Donc, la saison est longue. Il va y avoir des périodes. 3 courses. Bien sûr. Tout à fait. Alors, la saison est longue pour Ferrari et Red Bull. Et comme leur tourne, il va falloir quand même qu'on en parle aussi de 2 belles performances en particulier. En premier lieu, Esteban Ocon, qui s'est craché en essai libre 3, qui est parti dernier sur la grille de départ, enfin, en tout cas qui est parti derrière tout le monde, et qui nous fait une superbe remontée à la 8e position. Là, quand même, il faut bien se dire que ça a un point commun avec la performance dont on va parler après, mais joli coup d'Esteban Ocon quand son équipier se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Là, Alpine voulait pas construire avec Alonso, mais Alonso, c'était leur tête de gondole. Et puis finalement, course après course, c'est Ocon qui marque les points, qui fait des courses vraiment top. Là. Bon, après, il bénéficie des circonstances de course, le safety car, les crashs, etc. Il est là. Il fait une super course et franchement, Ocon, ça a été vraiment la grosse surprise. Moi, je ne pensais pas qu'il finisse dans les points sur un tracé
comme Miami. Franchement, il a Après, fait une course au top. Après, Ocon, là où il a eu un peu de réussite, alors il a fait une super course, hein, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, il a eu un peu de réussite parce qu'il y a quand même eu beaucoup de cartons devant lui, ou d'abandon, ou de pénalité. Il passe la ligne 9e du coup. Alonso est déclassé, mais bon, il y a Gasly qui saute, il y a Norris qui saute, Magnussen, Vettel, Schumacher. Enfin, ça en fait aussi beaucoup. Après, il fait une super Oui, puis il course. n'est pas parti dernier, hein, Non, il est parce parti que les 18e. Aston ont eu des problèmes et sont partis des stands. Ouais, il est Donc, en parti. fait, au c'est les final, Aston qui sont partis 18, des stands, il arrive 8. Et si tu enlèves Gasly, Norris, ça fait du coup 8 places à remonter. Et donc au final, si tu enlèves la stratégie de la safety car, je suis pas sûr qu'il ait vraiment gagné beaucoup de place, quoi. On enlève même Vettel et Schumacher qui sont juste devant lui quand il se Oui, percute. qui se cartonne. Ouais. Bon, ça on y viendra rapidement à la fin. Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, finalement, ça fait 10 places de gagné brut et net, il en a gagné que 4. Oui, 4. 4 ou 6, et puis bah, avoir ses places en fonction de si c'est safety car ou pas, quoi. Bah oui, mais bon, j'ai envie de te Il a dire. su saisir les opportunités. Bah oui, mais regarde comment il a fait pour gagner en Hongrie l'an dernier. Oui, bien sûr. C'était le même schéma. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, après, ce qui compte, c'est qu'il soit dans les points à la fin. De toute façon, personne ne se souviendra de combien de voitures il a dépassé. Après, voilà, il faut juste, je pense, relativiser un peu parce que s'il a passé 4 voitures, il y a 2 Williams dedans, etc. Bien sûr, mais bon. Disons qu'à l'inverse d'Alonso, il a un peu de chance. Ouais. Il a un peu plus de chance, oui. Et un autre qui a profité, mais par contre qui a fait preuve, enfin avec son équipe, hein, qui a fait preuve d'un vrai coup de maître encore une fois pour décrocher 2 points, là à la faveur d'une pénalité, Alex Albon, qui refait le coup de l'Australie, qui fait même mieux, enfin qui profite du déclassement, de la perte de place d'Alonso, pour ramener 2 points à Williams. C'est cette Williams qui est si mal née, cette Williams qui marche pas bien, et que Albon arrive à emmener à la stratégie, au forceps. Franchement, chapeau, hein. Je vais dire la même chose que pour l'Australie. Hein. Ils ont une voiture qui est à la ramasse, mais ils saisissent les opportunités, stratégies différentes. Il y a des circonstances de course. Albon est là. Voilà, bravo. Hein. Il a fait son taf, tout simplement. Le taf était très bien fait, oui. Ah ouais, franchement, c'est. Et puis c'est bien pour une écurie historique comme Williams qui marque des points. C'est quand même. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai un peu d'affection pour cette équipe, quoi. Vu son passif, c'est un super pilote, Albon. Franchement, enfin, c'est un mec qui n'a pas eu de chance à Red Bull, qui était dans cette voiture maudite, là, cette fameuse voiture numéro 2. Et là, on voit qu'il a un vrai coup de volant, qui gère super bien ses pneus. En Australie, ça avait été une masterclass. Hein. Et puis là encore, non, franchement, rien à dire. Et de toute façon, Alonso, il était 10e, donc il était dans les points. Ça va faire économiser des millions à Williams pour l'année prochaine de marquer autant de points. Bon, après, il n'y a pas Russell, c'est surtout ça, voilà. Faire ça, alors que Russell, le porte-étendard de Williams l'an dernier, qui avait amené un podium, hein, ils font bien les termes. Là, quand même, c'est fort et c'est de bon augure pour la suite de la saison, parce que même si les autres vont peut-être accélérer devant, il y aura encore des coups à jouer et c'est ça qui sera beau. Je pense que ce seront des belles histoires encore à écrire pour Williams. Ouais, puis il faut qu'ils comptent sur Albon. Williams, de toute façon, ils ont qu'un seul pilote cette année, donc. Ouais. Bah ouais, non, là. Parce que Latifi, c'est vraiment, je comprends vraiment pas comment ce mec peut être en Formule 1 encore là. Je crois que sur 3-4 tours, il prend 3 secondes en début de course par Albon. Enfin, on va pas épiloguer sur lui, mais vraiment, c'est. Le carnet tchèque. C'est pour ça. Ouais. Romain, Maton, un dernier mot. Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Rien à signaler de plus. Voilà. Mais ça sera intéressant qu'on parle une autre fois sur Latifi, par contre. Oui, ça, je pense qu'on pourrait y réfléchir, mais on pourrait y dédier un petit quelque chose. Après, pour ajouter la Williams, je pense qu'elle marchait mieux par rapport à la nouvelle déco. Comme ils avaient plein la pile Duracell, je pense qu'elle accélérait mieux avec une nouvelle batterie. Ah, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse intéressante. Mais par contre, super stylé, hein, le design. Joli. Niveau marketing, super intéressant. Très joli. Allez, comme l'heure tourne, on en vient. Alors là, on a déroulé les plus belles performances du midfield, parce que c'était les plus remarquables. Même si Russell a damé le pion à Hamilton, à la stratégie, on pourra en parler très longtemps aussi. Par contre, une sacrée occasion manquée. Signé As. Il y avait quand même à la régulière une belle occasion de peut-être marquer, de faire une double entrée dans les points. Et là, raté. Aussi bien de la part de Magnussen, enfin plus de Schumacher. Là, c'est quand même dommage. Hein. Ce début de saison, c'est là où il faut engranger les points pour As. Et là, il y a une cartouche, une très bonne cartouche qui va être grillée pour eux.
Après, le Grand Prix aux États-Unis, c'est vrai que ça aurait été bien pour eux En plus de à domicile, performer, oui. ça. Et même au niveau sponsoring et tout, je pense qu'ils auraient pu trouver des sponsors s'ils avaient fait un bon résultat là-bas, des sponsors supplémentaires. Après, Mick Schumacher, je le défends souvent, mais là, j'arrive pas il n'arrive pas à passer le cap, quoi, j'ai l'impression. Il se met peut-être trop de pression pour marquer son premier point. Et c'est peut-être ce qui l'amène à faire des erreurs, des erreurs de jugement, ou je sais pas. Et après, pour Magnussen, pareil, je comprends pas. La voiture avait l'air de pas trop mal marcher au début du week-end. Après, ça a pu marcher. Enfin, je sais pas trop. Non, Après, mais il il y a faut un truc aussi que je dire me que demande. les performances des voitures, elles sont assez serrées finalement quand tu enlèves McLaren quand il marche. Mais bon, là, il marchait pas. Mais au final, entre McLaren, Aston, Haas, même Alpine et puis AlphaTauri, on est quand même sur des performances très très proches, quoi. Donc en fait, si tu gères moins bien tes pneus d'un coup ou quoi, bah finalement, voilà, en fait, c'est les positions du 8e au 18e, bah ça peut vite tourner, quoi. Après, moi, il y a un truc que je me demande par rapport à As, c'est si on n'en a peut-être pas un peu trop fait ou qu'on n'en attendait pas trop. Parce que après Ouais. la P5 de Magnussen à Bahreïn, Ouais, honnêtement, après, excuse-moi Cyprien, mais j'ai envie de te dire, vu le calvaire qu'ils ont traversé l'an dernier, comment on pouvait pas se réjouir pour eux de non, bien faire sûr, de si belles performances? bien Oui, puis sûr, c'est mais je pas pense si mal s'ils se battent pour les points à chaque fois. En ouais, plus, non, c'est sûr. c'est quand même beaucoup mieux que l'an dernier, ça c'est clair, parce que l'an dernier, pour aller chercher les points, c'était même pas la peine. Ouais, c'était infaisable. Mais même par rapport, je veux dire, même par rapport au niveau des pilotes, on a peut-être un peu surévalué aussi le niveau de Magnussen par rapport à ça. En tout cas, c'est mon Je point de pense. vue. Ça reste un très bon pilote, mais pour moi, on a peut-être un peu vu, un peu à la Bottas, je dirais, comme vraiment le pilote qui allait toujours être le meilleur des autres, quoi. Et Magnussen, pour le coup, fait vraiment un bon début de saison. Mais bon, ce week-end, enfin, en tout cas en course, il a vraiment pas été transcendant. Et un petit mot sur Schumacher, Et qui lui, par contre, je le trouve assez inquiétant. C'est le seul pilote qui n'a pas marqué de points avec Latifi et Hülkenberg, mais bon, il a fait deux Bon, courses. Hülkenberg, ça compte pas, mais bon. Voilà, donc on va dire avec Latifi. Honnêtement, Schumacher, vu la pilule qu'il mettait à Mazepin l'an dernier, on s'attendait quand même à beaucoup mieux pour Ah, il avait pas un adversaire l'an dernier, c'est ça le problème. Ouais, enfin, bon, là, quand même, il n'a pas non plus un Verstappen ou un Hamilton en face. Magnussen, c'est un bon pilote, hein, mais c'est pas non plus un bon, top après, pilote. pour sa défense, il a dû s'adapter au Formule 1. Et cette année, il doit s'adapter au Formule 1 version nouveau règlement. Ouais, Donc mais en fait, Magnussen aussi. ça fait quand même pas mal à chaque fois d'adaptation. Ouais, c'est sûr, mais bon, Magnussen Ça aussi, faut qu'il il avait pas apprenne, roulé quoi. depuis un an et il Magnussen vient aussi, d'arrêter. oui. Donc, bon. Magnussen aussi. Alors on Oui, parlait. mais Magnussen, Oui. il a de l'expérience dans sa carrière de pilote sur comment les monoplaces ont été modifiés sur les X dernières années. Je sais plus Mhm. combien il a d'expérience, mais 10-12 ans, je pense. 2014, je crois. 2014, donc 6 ans. 8 ans. Ouais, si je dis pas de bêtises. 7 saisons en Formule 1. Ouais, Ok. donc, Du Non, coup, 6 saisons. 6 saisons. mais du coup, ça fait pas mal de moments où tu peux à chaque fois te poser la question comment j'améliore mon pilotage par rapport au moment où bah, il y a la nouvelle réglementation et les nouvelles voitures. Et ça, Schumacher, il a peut-être pas encore cette expérience, quoi. À voir, à voir. Et un autre pilote d'expérience qui a déçu, tout de même si, bon, il a quand même reconnu un petit peu son erreur avec Pierre Gasly qui a amené au crash avec Norris, Fernando Alonso. Dommage quand même, dommage, parce que comme on le disait, Alonso, c'est vrai qu'on le prend souvent pour référence chez Alpine, de par son palmarès, de par son expérience, mais encore faut-il ne pas chercher à trop attaquer et à faire n'importe quoi. Oui, c'est Après, vrai. ouais, Alonso, moi, il y a un truc qu'il faut voir aussi, c'est qu'il a un début de saison qui est une poisse absolue. Ah bah il est Ça poissard, oui, marche bien le sûr. coup. Mais voilà, je pense que ça joue aussi. Je pense il est arrivé à Miami avec 2 points, quand même 2 points en 5 courses. Il est rentré qu'une fois dans les points à Bahreïn. Après, il a fait abandon à Jeddah, Imola, pareil, abandon parce qu'il est percuté par Schumacher. En Australie, c'est en qualif que sa voiture lâche. Enfin, il a vraiment eu toute la poisse du monde. Et je pense que quand il est arrivé avec Ocon qui avait 20 points, lui, je pense qu'il y a aussi un petit côté d'ego. Il a voulu se dire, bon, allez, ce Ouais, week-end, un sursaut on d'orgueil, fait le ouais, t'as mien. raison. Petit sursaut d'orgueil du double champion du monde, surtout qu'on sait qu'Alonso, il a un petit ego quand même assez important. Et je pense qu'il a eu ce petit sursaut d'orgueil. Il a peut-être voulu en faire trop. Après, voilà, ce week-end, on peut pas parler de malchance. C'est lui tout seul qui se met dedans. L'accrochage sur Gasly, il le dit à lui-même à la fin de la course, c'est 100% Oui, de oui. sa faute.
Et puis bon, le virage coupé en fin de course, c'est une petite erreur. La pénalité est un peu sévère, mais sachant que c'était Ocon derrière, mais bon, après c'est les règles, hein, donc c'est mérité. Tant pis, oui. Tant pis. Les autres, un mot sur Alonso avant de dérouler vers la fin? Non, enfin, tout a été dit là sur Alonso. Hein. Même lui, même Fernando a dit Ouais, on sait celui qui a déjà, fait l'erreur, quoi. il n'y a pas plus à dire. Quoi. Voilà, C'est vrai il a été poissard depuis le début de saison. Là, il surconduit, il veut marquer le territoire. Bon, Non, mais après, c'est le genre de dépassement. Gasly, il peut aussi voir dans son rétro, laisser la place un peu plus, mais il le fait pas parce qu'il sait aussi que sinon il perd la position, quoi. Donc, il préfère aller au crash et voilà. Bon, Et eh bien, du coup, d'autres personnes auraient pu faire le même dépassement et ça serait passé, quoi. peut-être. De toute façon, pour un bon dépassement, il faut de la bonne volonté et on c'est la espère. course. De côté. Et on espère que pour la suite de la saison, entre nos deux rivaux pour le titre, nos rivaux désignés pour le titre, ça restera aussi propre que possible. Avant de refermer ce débrief, messieurs, Verstappen qui revient à 19 points de Charles Leclerc. Peut-être qu'on aurait pu penser à un avantage décisif, mais deux petits mots sur l'Espagne quand même, c'est le prochain Grand Prix. À qui l'avantage? Ben là, si on prend les derniers résultats, l'avantage sera à Red Bull, je pense, sur ce circuit. Après, à voir si Ferrari va amener des évolutions là-bas. Ils vont en amener, Binotto l'a confirmé. Ils vont en amener, donc Des ça grosses. peut être encore une Moi, belle lutte, mais je pense que Red Bull sera Ferrari, bien. pour le circuit. Ouais. Hein? Parce que du coup, les lignes droites, elles sont pas très très longues. Elles sont plus courtes, oui. Et donc, en fait, t'as pas trop le temps de prendre de la vitesse de pointe. Et après, je pense que dans les virages rapides et les petites épingles du dernier secteur, le seul vrai avantage que je vois, c'est la relance de la traction de la Red Bull, qui est super efficace en sortie de virage. Il y a meilleure traction, Du ouais, coup, meilleure relance. ça va être compliqué de les prendre quand même dans la ligne droite. Et vu que tu peux pas doubler à Barcelone non plus, bah en fait, s'ils signent la pole, En principe, sauf incident de course, et sauf peut-être... va-t-on l'avoir la pluie? Va-t-on avoir un premier Grand Prix d'Espagne sous la pluie depuis 96? C'est peut-être c'est ça pas qui... prévu pour l'instant. Ah bah pour l'instant, non. Mais après, on est à Barcelone, on est en Espagne, il y a quand même des chances Oui, non, très mais faibles. vu que je vais à Barcelone, j'espère pas, tu vois. Ah bah oui, on aura notre envoyé spécial à Barcelone, Romain, tu vas à Barcelone, donc on espère que tu vas passer un beau Grand Prix. En tout cas, on a passé un bon débrief. Merci beaucoup, messieurs, de vous être réunis ce soir pour débriefer Miami. Il y avait quand même des choses à dire. Ouais, bah écoute, merci à toi. Merci. Merci à vous. Eh bien voilà, passez tous une Et excellente... Cyprien, toi, t'en pensais quoi, toi? Moi j'étais d'accord avec toi. Je voyais Ferrari plutôt sur le tracé avec les évolutions. Après, encore une fois, c'est un peu trop aléatoire les évolutions. On ne sait pas si elles fonctionneront, mais je donnerai un petit avantage à Ferrari. Là, je pense qu'ils vont taper Sébastien fort. Difficile à dire. Difficile à dire parce que je pense que, avant de souhaiter bonne soirée, quand même, tu as bien fait de nous rattraper. C'est difficile à dire, surtout sur un Il va circuit nous annoncer Magnussen podium. pas podium, pole position, voyons. On va Oh, se les Latifi. avec bataille pour la victoire entre Latifi et Magnussen, évidemment. Alors si jamais ça se produit, je vous préviens, on fait un apéro au Danemark. Hein. Alors là, ouais. Ouais. Ou au Canada. Ou pourquoi pas au Canada. En tout cas, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief et on se retrouve très bientôt sur Motors Inside. Et à vous trois, messieurs, à bientôt. À bientôt. Salut! Ciao, bonne soirée.